fait un petit interlude sur ce que j'ai intitulé les partitions de l'oreillette. C'est un petit peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure sur pseudo-coarctation, c'est-à-dire des choses qu'on voit, parfois normales, parfois pas normales, parfois on s'en fout, parfois ça a une importance. Donc, ces structures dans les oreillettes qui vont donner des aspects de partition, on les voit tous, y compris chez des enfants qui sont supposés avoir un cœur normal ou qui ont un cœur effectivement normal. Et on peut les classer en structures normales ou variants normaux, ce qui est toujours quelque chose de difficile à dire comme terme, des structures aberrantes ou de véritables entités pathologiques pour lesquelles on verra qu'il y a un continuum avec des entités, avec des structures normales. Et donc, dans la plupart des cas, elles sont identifiées de façon fortuite par des techniques d'imagerie. Alors, avant de commencer, puisqu'un certain nombre de ces structures sont on va dire des atavismes inconstants, c'est-à-dire la persistance de structures embryonnaires. Je vous rappelle le développement de l'oreillette droite avec la partie dans laquelle arrivent les veines caves, en jaune ce qu'on appelle le septum spurium, qui va progressivement involuer pour laisser en place les valves du cœur droit, c'est-à-dire la valve d'Eustachi, la valve de Tébézius, et puis le réseau, on va dire en filet, qui va progressivement quasiment disparaître, qu'on appelle le réseau de Chiari, et conduire à l'anatomie atriale normale. Et donc, c'est la raison pour laquelle que quand on regarde une oreillette normale de nouveau-né ou une oreillette droite normale, là il y a les deux oreillettes sur l'échographie, eh bien on peut voir qu'il y a en gros trois segments, trois parties. Une partie postérieure, une partie antérieure, le sinus venarum, et puis l'oreillette gauche, et entre les deux, entre le sinus venarum et l'oreillette gauche, la cloison interauriculaire. Et quand ça bouge, eh bien, ça montre l'image qu'on voit habituellement dans des échographies cardiaques, en particulier par voie sous-costale chez le nouveau-né, avec les structures sur lesquelles on va revenir. On peut la regarder dans un autre plan, c'est exactement la même chose, avec cet aspect de pseudo-trois oreillettes qui correspond à la persistance partielle du septum spurium ou du réseau de Chiari, comme vous voulez. Donc ça, ce sont des images normales qui ne posent aucun problème et que vous avez tous vues de très nombreuses reprises, puisqu'on le voit dans le cœur normal du nouveau-né. De temps en temps, on peut avoir l'impression d'une partition ou de trois parties dans l'oreillette, et il y a un certain nombre de pièges qui ne font pas partie théoriquement de cette classification des partitions de l'oreillette, comme ce que vous pouvez voir ici, qui est une image que vous avez tous certainement déjà vue, qui est la juxtaposition gauche des auricules. La juxtaposition droite, c'est beaucoup plus difficile à voir en échographie, mais la juxtaposition gauche, une anomalie qu'on voit dans un certain nombre de cardiopathies avec des anomalies de position des vaisseaux, en particulier la malposition anatomiquement corrigée des gros vaisseaux, mais aussi certains ventricules droits à double issue ou certaines transpositions des gros vaisseaux. Il n'y a pas de partition, il y a bien deux oreillettes du bon côté, sauf que l'auricule droite et l'auricule gauche sont juxtaposés à gauche. Une autre anomalie qui ne correspond pas non plus à une véritable partition de l'oreillette, c'est une malformation qui n'est pas très fréquente, mais on peut voir quand même de façon récurrente, qui est le malalignement du septum interatrial, et donc qui donne l'impression qu'il y a aussi trois oreillettes, sauf que les structures ne sont peut-être pas celles que vous pensez, c'est-à-dire on pourrait penser que c'est un cœur triatrial, mais c'est pas vrai. En fait, quand ça bouge, on voit que ce qu'on voit ici, c'est la valvule d'Eustachi, le réseau de Chiari, ou le septum spurium, comme vous voulez, et ici un malalignement du septum interauriculaire, cardiopathie souvent associée à des coarctations de l'aorte, des défauts de remplissage du cœur gauche, et qui donnent parfois, pour lesquels le diagnostic de retour veineux pulmonaire anormal total dans l'oreillette droite est parfois fait, mais ce n'est pas la même malformation. Le traitement consiste juste à fermer la CIA. Dernier type de pseudo-partition qui n'en est pas vraiment une, c'est de voir les bords du sinus coronaire. Donc le sinus coronaire jouxte théoriquement la valve mitrale, mais il n'est pas exceptionnel de voir des images comme en haut à gauche, avec le sinus coronaire qui traverse l'oreillette gauche. En bas, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un aspect d'anévrisme du toit du sinus coronaire. Et puis enfin, le sinus coronaire peut être énorme quand il reçoit l'ensemble du retour veineux systémique avec un retour hémiazygos gauche et qu'il n'y a pas de veine cave supérieure droite. Donc c'est pas ça qu'on appelle véritablement les partitions de l'oreillette. Les bandes musculaires ou les bandes fibreuses à l'intérieur de l'oreillette, elles sont listées ici. Et je vais vous montrer quelques images, et c'est l'objectif de cet interlude, on va dire. Et ça correspond à la crista terminalis pour commencer, et donc qui est une structure en forme de C ou en forme de fer à cheval qui est fibromusculaire
et qui traverse l'oreillette droite du haut vers le bas, qui dépend initialement du septum interatrial et puis qui ensuite normalement régresse en quasi-totalité et qui est presque invisible dans la plupart des échographies qu'on fait, mais pas sur les pièces anatomiques, comme vous pouvez le voir ici. Et donc la crista terminalis, c'est cette structure-là qui descend du haut vers le bas et qui borde l'auricule. En échographie, c'est pas toujours facile de voir cette structure, mais je vous ai mis la petite flèche jaune, donc dans une oreillette droite où on voit la crista terminalis à cet endroit-là. C'est pas l'image la plus classique de cette structure. L'image la plus classique, c'est celle-là. C'est cette image d'addition dans l'oreillette droite qui peut faire penser qu'il y a un thrombus, un bout de cathé ou des choses comme ça, mais c'est une image strictement normale. Voilà aussi ici, ou sur une vue bicavale en échographie transésophagienne, où on voit, indiqué par la petite flèche en bas à droite, la crista terminalis. Quand il y a une hétérotaxie, eh bien, on peut voir dans des isomérismes droits, je ne suis pas sûr qu'on doive encore utiliser ce terme, mais en tout cas, il existe, quand il y a deux auricules droites, eh bien, on peut voir deux crista terminalis, comme vous le voyez ici, et sur la pièce anatomique. Ça se voit aussi sur le scanner, avec exactement la même chose que ce que je vais montrer sur la pièce anatomique que sur l'échographie. Voilà, une structure qu'on peut... Alors, on peut aussi s'en foutre complètement, et surtout même pas la décrire, puisque c'est un truc normal. L'autre chose, c'est le ténia sagittalis. Le ténia sagittalis, c'est un muscle en forme de verre, qui est le muscle le plus proéminent des muscles pectinés de l'oreillette droite, et qui est généralement arrangé de façon un petit peu perpendiculaire à la crista terminalis, et qu'on peut voir de temps en temps en échographie, qui peut faire penser qu'il y a un microthrombus dans l'auricule droite. Et donc, voilà à quoi ça ressemble sur un scanner. Donc, le ténia sagittalis. La crista terminalis est dans l'autre sens, elle descend verticalement. Et donc, quand on regarde en échographie, c'est un petit peu ténu comme image, mais on peut voir le ténia sagittalis comme s'il y avait, surtout sur l'image de gauche, un thrombus à l'entrée de l'auricule droite. Mais c'est une image normale. De l'autre côté, c'est comme une petite bande musculaire. On voit bien que ce n'est pas un thrombus. Alors, plus classique, c'est le réseau de Chiari qu'on voit très fréquemment dans un cœur normal, en particulier chez des nouveau-nés. Vous voyez sur la pièce anatomique cet aspect en résille ou en crépinette. Bon, ça dépend de ce qu'on préfère. Et, bah oui, ou du moment de la journée, quoi. Et donc, comme je vous l'ai déjà indiqué sur la petite figure d'embryologie, le réseau de Chiari permet de maintenir le retour veineux ombilical dirigé vers la fosse ovale, ce qui nécessite un tuyau plutôt anatomique, puisque physiologiquement, il n'y aurait pas beaucoup de raisons que ça aille vers la fosse ovale. Et donc, je vous l'ai représenté ici, la valvule de Stachy, le réseau de Chiari vont diriger le sang veineux ombilical vers la fosse ovale. Là, sur cette échographie de nouveau-né, on voit très bien qu'immédiatement après en salle de naissance, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on peut voir dans l'oreillette droite ces reliquats de cette pseudo-cloison intra-atriale droite, avec une valvule de Stachy plus ou moins proéminente et toujours dirigée vers la fosse ovale. Là, il n'y a pas de réseau de Chiari. En tout cas, on le voit pas très clairement. Donc ça, c'est encore une fois une image banale. On peut voir aussi en échographie la valve de Tébésius, qui est tout près du sinus coronaire, et donc près du feuillet septal de la valve tricuspide, plus ou moins proéminente. Dans la plupart des cas, on n'en voit pas. Elle a quasiment complètement involué, mais elle peut être visible comme chez ce patient. Et puis, si on établit la continuité entre cette partie-là, de la partie basse du réseau de Chiari et la valvule de Stachy, eh bien, on peut voir ce type d'image avec l'ensemble de cette crépinette qui navigue dans l'oreillette droite et qui n'a aucune conséquence pratique, sauf, on verra peut-être pour des problèmes techniques de cathétérisme et de fermeture de communication interauriculaire ou de navigation à l'intérieur du cœur, avec des cathéters. Voilà à nouveau un réseau de Chiari qu'on pourrait appeler un petit peu exubérant, et vous voyez qu'il rentre dans la valve tricuspide, là sans créer d'obstacle. Et donc on va toujours dire, ben voilà, il y a ça, mais on s'en fiche complètement. Et puis il peut y avoir des situations, surtout néonatales, qu'on appelle le corps triatriatum dexter, comme vous le savez certainement, où ce réseau de Chiari peut être responsable en partie d'un obstacle qui va très habituellement et quasiment toujours évoluer vers la régression spontanée au fur et à mesure que la physiologie avance après la période transitionnelle.
et ne plus gêner le remplissage tricuspide et ventriculaire droit. Donc voilà ce corps triatriatum dexter. Et ici, un patient où on voit très bien par le bombement de la cloison interatriale depuis l'oreillette droite vers l'oreillette gauche qu'il y avait une sorte de rétrécissement pré-tricuspide par le réseau de Chiari. Donc le corps triatriatum dexter, le traitement, c'est avoir de la patience. Et à la fin, on s'en fiche un peu. Et puis je vous montre des images un petit peu originales. C'est un patient qui a été vu par Marilyn Lévy et qui m'a donné les images. Voilà. Donc là, on voit le réseau de Chiari. Et en fait, il arrive dans l'infundibulum. Voilà. En fait, il voulait se barrer, mais il ne s'est pas barré. Et puis, on lui a dit, c'est pas bien. Il ne faut pas que tu fasses ça. Donc, l'enfant est revenu quelques mois plus tard. Ah ben voilà. Il est parti. Mais où qu'il est? Ah bah, il s'est coincé dans la fosse ovale. Voilà. Bon, il n'arrivera rien. Pour terminer, le cœur triatrial gauche, bon, ça c'est une malformation, tout ce que je vous ai montré, ce sont des variants normaux avec peu ou pas de conséquences pratiques, peut-être pas beaucoup d'intérêt. Bien sûr, le cœur triatrial, c'est une malformation qui appartient au groupe des anomalies des retours veineux pulmonaires, avec une incorporation incomplète de la veine pulmonaire commune dans l'oreillette gauche primitive et qui laisse un pertuis plus ou moins grand qui crée un obstacle et une hypertension pulmonaire post-capillaire néonatale. Donc ce type d'image, vous le connaissez. L'auricule gauche est bien sûr situé en aval de la membrane intra-atriale gauche et la communication interauriculaire, s'il y en a une, comme ici, est située en aval également de la veine pulmonaire commune qui n'est pas complètement incorporée. Donc c'est ce qui permet de faire le diagnostic de cœur triatrial par rapport aux membranes supravalvulaires mitrales. Mais il y a beaucoup de variations de ces cœurs triatriaux qui peuvent correspondre à ce que j'ai appelé les partitions de l'oreillette. Donc là, voilà le cœur triatrial avec le flux Doppler sur le petit pertuis obstructif, donc des images que vous connaissez et qu'on peut voir dans différents plans. De temps en temps, il y a un aspect de partition de l'oreillette avec certes une membrane dans l'oreillette gauche qui ressemble à un cœur triatrial, mais il y a peu ou pas d'obstacles. Tout le problème de ces enfants-là, c'est de savoir s'il y a un risque que ça évolue vers une obstruction progressive. Et récemment, on a vu un patient, je ne sais plus d'où, en tout cas chez qui ça s'est progressivement aggravé. Donc, malgré le caractère apparemment bénin initialement et l'absence de conséquences hémodynamiques, ce sont peut-être des enfants qu'il faut surveiller. Et puis, dans cette variation, dans la magnitude du défaut d'incorporation de la veine pulmonaire commune dans l'oreillette gauche, eh bien, on peut voir persister parfois cet aspect de partition extrêmement partielle ou une petite spicule qui est le promontoire entre l'auricule gauche et la veine pulmonaire gauche et qu'on appelle le Coumadin Ridge. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le Coumadin Ridge? Parce que ça peut être confondu avec un thrombus de l'auricule gauche. Et donc, ça veut dire que quand on voit ce type d'image, il faut prescrire de la Coumadin. Voilà l'image sur le scanner du Coumadin Ridge. Donc, pour terminer, les bandes et les partitions de l'oreillette sont très rarement pathologiques. Ce sont souvent des images normales qui peuvent être surprenantes quand on les a jamais vues. Et donc, il faut savoir les interpréter correctement. Elles peuvent compliquer un certain nombre d'interventions percutanées, de fermeture de communication interauriculaire, de cathétérisme ou d'exploration électrophysiologique ou de stimulation, voire de chirurgie cardiaque dans certains cas. Et donc, c'était juste pour avoir petite saveur culturelle sur ce type d'image que je vous ai proposé ce petit topo. Je vous remercie.